c'est un petit mélange, c'est un petit pot pourri entre des petites choses tout simples quand vous allez démarrer, des choses à savoir, et des trucs qui vont faire kiffer un peu. Pas du tout. Mais là, c'est pas pour vous. Ok. Bon, avant de démarrer sur un DVCS, je le rappelle toujours, parce que les gens oublient, il faut configurer votre dépôt ou votre système de votre machine pour dire je m'appelle machin et mon email c'est ça. Parce qu'on identifie un commit dans un DVCS par le nom et l'email. Vous ne voulez pas. C'est toujours pénible quand on a des contributions GitHub avec marqué ma machine à moi, le prénom à ma machine à moi. Deuxième chose, vous avez sous Windows, quand vous allez par défaut, quand vous faites la ligne de commande, surtout qui est ma ligne de commande, moi je vous encourage beaucoup à avoir des outils qui vous disent qu'ils donnent des informations. Donc là, par exemple, j'ai une information qui est exécutée sur la branche master. U+3, ça veut dire que tu as 3 commits en local qui peuvent être poussés sur upstream, et les lots, ça veut dire des choses qu'on va pouvoir directement. Donc c'est extrêmement utile d'avoir ça. Vous avez Gitiner, vous avez un projet sur GitHub, c'est le Gitiner. Le Gitiner pour l'organe du monde, les éditeurs du monde, etc. Au lieu de le faire vous-même, allez chercher là. Chose qui perturbe avec Git, perturbe, il n'y a pas d'alias. Donc statut, c'est statut. Init, c'est init. C'est pas init, c'est pas IL, c'est pas ILI, c'est init. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va entrer ses propres alias. Bon, même on va sur le net, on cherche. Donc hop, je vous présente mes alias. Moi j'en ai plein. Oui. Alors tout simplement que c'est un avantage ou défaut de Git, c'est un peu gros d'ailleurs, c'est que comme le front-end, c'est-à-dire les commandes un peu compliquées, moi je vous encourage à, dès que vous avez une commande qui vous plaît, vous le genre sur le net, au début on clique sur le net, on dit tiens, moi je veux des trucs avec des commandes avec des couleurs, ah je rajoute la couleur. Vous faites un alias et vous avez fait les concepts. Autre tips, il y a plein de commandes. Elles ne sont pas super faciles à mémoriser. Même moi, au bout de 2 ans, je ne mémorise toujours pas. Là, je me suis fait un alias, par exemple. L'exemple classique. C'est, vous voyez, des commandes comme ça avec des sous-options. Hein. Bon, là, quand il y a des besoins, on ne supporte pas ça. Moi, au début, je me suis fait des alias. Comme ça, je me suis fait des alias. C'est un défaut. Ce que j'aimais bien dans MarkURL, que j'ai perdu dans MarkURL quand je faisais la vie, dans MarkURL, c'était vachement simple, comme ça en Python. Il suffit juste de faire un fichier avec une certaine signature et vous faites une extension MarkURL. C'est ultra simple de faire une extension MarkURL. Alors que Git, comme c'est du C, en fait, il faut enrober autour des commandes C, pas des commandes exécutables. En fait. Vous avez telle commande exécutable, telle commande exécutable, etc. Donc moi qui fais beaucoup d'outils justement internes, j'ai pas mal perdu en passant à Git. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à ce que chacun ait ses propres alias et du coup ça rend un peu difficile oui, mais non, mais c'est sur local. un poste ou même à oublier quand on passe sur un autre poste on a plus les c'est comme j'allais dire sous Windows ou Max. C'est comme son éditeur préféré, on a tout sa config à soi et dès qu'on déplace de poste on a rien à voir. Maintenant tu ne travailles pas à plein temps sur la poste de quelqu'un d'autre. Non mais l'idée d'avoir des alias effectivement communs, hein. Vous avez dit d'aller chercher des alias sur un les alias c'est les Gitiner ça. C'est pas pareil. Mais après, si vous ne savez pas, temporairement, quand vous êtes sur votre machine, un éditeur que vous connaissez, vous n'avez pas votre compte, c'est pareil, vous utilisez les commandes, vous cherchez un peu, vous trouvez les commandes standards. Le fameux point Git, alors maintenant vous avez un point AVN, un set, hein, 12 ans, ils sont dit, on a un point AVN central. Voici comment ça fonctionne le point Git, hein, c'est tout bon. Alors déjà, si vous l'effacez, le point Git, hein, ou le point BSLR, le point HD, c'est comme s'il n'y avait pas d'historique, vous avez tout effacé. Ce point Git est constitué de phrases qui ne sert à rien, un fichier de configuration, un fichier de description, c'est du texte quand vous le mettez sur un inconnu, vous le mettre sur le serveur, vous dire à quoi ça correspond. On va regarder tout ça. Les hooks comme dans SVN, un for info de la fichier exclude pour avoir des exclusions sur ce dépôt-là. La fameuse donnée, excusez-moi, la fameuse base de données de clé valeur, elle est là, et les références, elles sont là. Et qu'est-ce que c'est que elle? C'est un cas particulier qu'on va voir. C'est une référence qui point sur une référence. En gros, c'est vous dit là où vous êtes, sur quelle branche vous êtes. Donc quand il y a marqué master, en fait, le contenu de l'aide, c'est master. Voilà, c'est répondu. Et donc c'est tout con, c'est vraiment débile. Moi, j'ai jamais compris un point SVN, parce que quand on expliquait le contenu d'un point SVN, je suis preneur. Hein. Donc, chose importante, il faut penser local. Je vous dis tout à l'heure, on ne peut pas modifier
étant un repo nu non modifiable, vous pouvez que ajouter des choses, vous la commande à la fameuse commande revert. Si vous l'avez tweaké en disant non, je peux changer l'historique, vous récupérez, vous modifiez votre historique, vous repoussez l'historique. Ça c'est génial. Quand vous maîtrisez ce que vous faites, c'est quand même génial. Et les cas, c'est quand même très très utile. Quelques comparaisons. C'était déjà fait sur, juste pour un peu vieux maintenant. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans Git, cloner souvent, cloner ça veut dire quoi? Ça récupère tout l'historique. C'est plus rapide de récupérer une révision de SVN. Et même en taille, alors que vous avez tout l'historique, on peut se dire c'est tout l'historique, en général, même le dépôt côté client, il y a peine plus long que le point SVN. Côté serveur, c'est même l'inverse. Côté serveur, c'est divisé entre 4 et 15. Les différentes traductions que j'ai fait depuis point d'un SVN à un Git. La différence la plus grosse que j'ai eue, c'était une différence de 140 lignes. Un dépôt qui faisait 1 giga 2 en SVN faisait 10 mégas en Git. Le dépôt SVN faisait 141 branches. Le dépôt SVN. Alors j'ai toujours un pro SVN dans la salle. J'ai toujours pas identifié. C'est sûrement un. Il me dit non, avec SVN, puis les copies. Ah, mais en fait, ça prend pas de place et tout. Ben, ça ne marche pas parce que j'ai eu ça. Donc l'ensemble des dépôts, il y en avait pour 3 gigas, c'est transformé en quelque chose de quand même de 80 mégas. J'abuse. Mais ouais, les AG c'est pareil, la différence c'est fondamental. Et évidemment, dès que vous travaillez en local, parce que, comme tout est en local, pardon, dès que vous faites des choses, c'est rapide. Un commit c'est rapide, un gros commit c'est rapide. Les logs c'est rapide, les diffs c'est très rapide. Exemple, avec le fameux commit E83 C516, en fait, qu'est-ce que c'est que le E83 C116? C'est le point commit de Git, le fameux point commit de Git en Git. Enfin, le Git auto-hébergé. Je vais faire un Git checkout. Alors, je me déplace sur le point commit. À l'époque, j'avais compté, il faut 36 000 objets dans la base Nekeval. Il faut 3 dixièmes de seconde pour aller du premier commit, du dernier commit au premier commit. Mais j'ai fait 3 dixièmes au premier, je peux faire n'importe quel. Il faut 3 dixièmes pour aller sur n'importe quel objet et changer le working directory. Et là, vous dites, non, c'est un menteur. Je l'ai dit. Tu l'as pensé. Alors, on fait un petit démo. Mais là, les chiffres, c'est avant que les liens soient centralisés sur un chiffre. Ouais, il faut que je m'intéresse plus à SVN. Alors, on va aller sur. Donc là, il met un peu de temps parce que le machin là, c'est pas pardon, tu vois pas. Alors, c'est un outil graphique. Comment on appelle ça? Anchor, comment on dit ça Enfin bref. Là, je suis dans les commits de Git, c'est un bouton que je n'ai pas. Donc, ça, c'est Git. Hein. Donc, je l'ai mis depuis longtemps. Donc, vous voyez, si je me déplace. Donc, on va se déplacer dans le passé. Et on va aller en 2010. Hein. Bon, on est allé loin là, ça va. Ce commit-là, c'était quoi le working directory de l'époque? Ah, bah, il y avait ça. Donc, je me balade dedans. Ah, bah, tiens. Ah, mais il y avait quoi dans ce fichier-là? Il y avait tout. Et là, voilà, j'ai dit que le fichier du commit, il y a dedans. Voilà. C'est pour ça que j'adore ça. Parce que ça me permet, quand je suis en train de travailler, de me dire, il y avait quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans votre branche en fait? Je fais un fichier de branche, hop, je fais copier-coller, je fais tout un bout de quoi. Donc là, je suis en train d'éditer un fichier sans avoir rien touché, le working directory n'a pas bougé. En fait, pour ceux qui ont vu l'histoire, en fait, ils font directement les objets tri. Et en fait, il est directement tapé dans l'objet tri. Et ensuite, il a tapé dans l'objet blob. Tout simplement. Vous voyez la vitesse? Et ça, c'est super, super. Ah, si j'en prends un autre, je navigue dedans, quoi. Et ça, c'est la démo extrême. Mais tout est super rapide dans le mais vraiment, tout est super rapide. Et ça, c'est extrêmement agréable. C'est extrêmement agréable. Pensez que tous vos commandes sont rapides. Votre log est rapide, votre diff est rapide, les diffs complexes sont rapides. Ça, c'est génial. Et même quand je reviens sur Mercurial, qui est beaucoup plus rapide que SVN, mais plus long que Git, c'est bien pénible en fait. Et dans ma première presse, quand j'ai fait ma première presse, il y avait un premier rang qui m'a dit, qui a fait cette remarque, qui a fait, ah ben moi, enfin, il avait déjà utilisé un peu Git, il a fait, au début
Et ça, c'est très agréable. Donc, manipuler le lag, la grosse difficulté, notamment dans la grosse difficulté du Git, c'est ça qui fait qu'on peut ne pas aimer Git. Et qu'on peut faire Mercurial, c'est que donc, toute la difficulté, c'est dans un DVSS, manipuler le lag, le graphe. D'accord? Le comprendre et le manipuler. Alors que dans Git, ce commit, il est anonyme. Ce cherry pick, c'était dans A, mais maintenant il est dans B. On s'appuie toujours sur les références. Et là, on s'appuie sur un petit langage fonctionnel à base de chapeaux, de types, de machin. En tant que Microsoft tient de base, ça vous allez détester. Mais c'est pour vous montrer quelques exemples qu'on s'appuie toujours sur les références pour dire ok, je suis là, mais mon graphe il est comme ça, il a des références ici, je veux aller là. Alors si vous connaissez Shadowrun directement, c'est possible. On peut utiliser un petit langage fonctionnel. J'ai fait exprès de prendre des exemples compliqués, juste pour vous faire peur. Mais souvent, on utilise des exemples très simples. Ça, c'est votre graphe. Vous voyez, vous avez deux références. Une référence distante et une référence locale. Et vous l'accédez par exemple à cet objet-là. Donc, si vous connaissez le commit, le Shadowrun, vous utilisez vraiment le commit. Le Shadowrun. Par contre, vous pouvez dire le tilde, c'est-à-dire, en gros, ça définit quelle est la branche que vous voulez utiliser du parent. Donc, branche tilde 2, et le chapeau parle. Et les tildes, c'est la donc on peut faire ça. Donc vous avez ça qui veut dire la même chose, et ça qui veut dire la même chose. Alors là, j'ai fait exprès un exemple assez compliqué, parce que c'est dans le cas où vous avez plein de branches. Mais souvent, vous allez voir que les types, par exemple, 99% utilisent les types. J'ai fait exprès de vous donner. Mais pourquoi j'ai mis ces slides-là, c'est pour vous dire que grosso modo, la complicité d'un DVCS, d'avoir un DAC, c'est de pouvoir le visualiser et de le graphique. C'est ça qui est important. D'où le fait que l'importance des outils graphiques souvent. On a des outils genre Bodica, Linux et plein, sous Windows et aussi. Le but c'est justement d'utiliser des outils graphiques pour se visualiser. Mais c'est pas encore si puissant que vous aimeriez l'avoir. Et vous avez plus que ça, vous avez les deux. C'est un truc comme SVN, ça s'appelle l'orange. Si vous faites ça, il va dire que les masters, tous ces nœuds sont accessibles par master. JSMaster, c'est cela. Donc, ça. Donc, JSMaster dépend de master, c'est ça. Donc, ça, c'est le cas classique. Où de dire, depuis que j'ai travaillé, montre-moi tous les nouveaux commits. Depuis que je l'ai cloné, par exemple, montre-moi tous les nouveaux commits. On peut faire un log, donc, c'est un petit guide. Il y a un exemple qui suit. Là, j'ai fait exprès pour vous embêter. Je n'utilise jamais. Ça, je n'utilise jamais. C'est celui qui montre-moi des commits qui sont dans l'un ou dans l'autre, pas dans les deux. Dans l'un, dans l'autre, pas dans les deux. À quoi ça sert? Ça, c'est quand on commence à dire un guide un peu gros, c'est vous devez montrer les remotes. Imaginez qu'à un moment donné, l'exemple qui est en bas, c'est qu'il y avait 4 versions d'un même projet. Ben là, c'est quand ça devient difficile. Qu'est-ce qui est dans, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans l'un mais qui n'est pas dans l'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans l'un, mais moi que j'ai pas? Vous voyez, vous avez besoin d'un petit langage qui commence à vous le dire très facilement. Parce que si vous prenez tous les commits un par un pour savoir ce qui se passe, ça peut devenir assez chiant. Voilà, donc ça, c'est beaucoup trop travailler vraiment en multi-développeur. Moi, j'avoue que je l'utilise rarement. Donc, vous voyez, c'est un peu beau faire peur. Peu importe, je suis vachement intelligent, je suis maîtrisé. Alors, un exemple très con. Voilà, vous travaillez, donc vous voyez que n.default, vous êtes sur default. Vous travaillez. Donc, en gros, depuis que vous avez cloné ou synchronisé, vous avez fait C2, C3, C4, vous pouvez faire la commande git log uncupdate. Donc, de là, si vous ne faites rien, c'est comme aide, c'est ça. Aide, c'est ça. Cupdate, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'exemple classique. Vous pouvez faire un git log, vous pouvez faire un git diff. Montre-moi tout ce que j'ai fait depuis que j'ai synchronisé les plaques de clair. Donc, graphiquement, de les outils, moi, je utilise toujours en ligne de commande, un git, mais je pense que graphiquement, vous pouvez dire de là à là, montre-moi ce qui se passe. La difficulté de Git, en plus de côté des VCF, donc le DAG, c'est des VCS, par rapport à SVN, c'est la première complexité à avoir. La deuxième complexité de Git, la deuxième complexité de Git, qui est spécifique à Git, qui fait que justement les gens qui sont Mercurial, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est de dire, ce qui est bien, ce qui est Mercurial, c'est une seule version. Vous avez le DAG, vous avez les nœuds, vous avez les branches, pardon, donc plein de nœuds sur chaque branche, et vous avez, pour chaque nœud de chaque branche, vous avez le nom de la branche. D'accord.
la grosse avantage de Git, attention, c'est de faire ça. Là, tout m'a compris. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. En fait, la grosse force de Git, quand on a compris ça et qu'on s'est maîtrisé, ce qui est extrêmement génial, c'est qu'on peut faire plein de changements très facilement. Je vais vous donner juste un exemple. Vous avez une branche. Donc vous avez posé une référence qui s'appelle A. Vous l'appelez B. Est-ce que vous allez faire quoi? Vous posez une nouvelle référence B en B1. Et vous allez renommer. Autre exemple, que je fais très souvent, je traverse une branche. Ce que je fais, je dis finalement mon boulot n'est pas top. Par contre, je ne veux pas le faire dans mon boulot. Je pose une référence qui s'appelle backup. Et je fais revenir ma référence principale en arrière. Voilà. Je reviens en arrière, mais je vais même protéger mon truc. Donc ma branche, c'est comme si je n'avais rien codé, mais mon travail est sauvegarde. Et quand on commence à comprendre ça et qu'on commence à maîtriser l'anglais, c'est, comment dire, on fait un peu pipi dans sa culotte. Je trouve ça génialissime. Vraiment, c'est bluffant à quel point ça, en tant que développeur, c'est libérateur. C'est cette souplesse. C'est incroyable. C'est ce qui fait que de table, vu que j'utilise Git, je trouve que ça m'appelle ce genre de truc. Ça me manque vraiment. Alors, cette puissance, malheureusement, son pendant, c'est la complexité. Et c'est encore une fois, je le répète, il y a des gens qui disent non, cette puissance, j'en peux pas. Ça ne m'intéresse pas, je veux un outil plus simple, je veux un entre parenthèses SVN qui marche, pour faire des branches, mais après ça marche. Je veux un truc comme Mercurial. C'est une possibilité. C'est à vous de choisir si cette puissance vous intéresse. Ce qui est des fois un peu dommage, c'est que les gens disent je ne la veux pas sans même la comprendre. Je vous assure un truc, c'est que quand vous commencez à la maîtriser, c'est grisant, c'est extrêmement grisant. Là, j'ai fait une formation à l'époque, de la FPI, Python, sur tous les utilisateurs de Mercurial. Et là, j'ai tweeté récemment, il y a un mec qui a dit, mais putain, c'est génial. Il venait de comprendre, il fait des bits au boulot, mais il utilisait basiquement un peu comme Azure. Et c'est juste trop génial. Mais malheureusement, il faut que quelqu'un montre un atelier ou quelqu'un soit à côté de vous qui vous aura comme ça. Donc, je vais vous montrer comment, vous allez voir. Donc, en usage, ça fait 1h50, j'ai un peu débordé. Alors, les fameuses 145 commandes, si vous faites 10, 145 commandes. Sauf que, grosso modo, il n'y en a que 37 pour semaine. Et donc 37, on s'approche quand même des 32 de SVM. C'est pas énorme. Et moi, quand vous avez compté à l'époque, vous disiez, voilà, 13 milliards, c'est ça. Donc, et 13, c'est comme SVM. La commande checkout, elle sert à quoi? Elle sert à se déplacer. Dans SVM, ça sert à récupérer, donc à se déplacer dans l'arbre, en récupérant l'arbre sur le serveur, finalement, vous récupérez qu'une révision. Là, vous avez tout l'arbre chez vous, et vous dites, je me déplace dans mon arbre. C'est la commande checkout. Donc, voici un exemple. Vous êtes sur default. Vous dites git branch experiment. Donc, vous savez que maintenant, il a créé un fichier 40 de courant. Faites git branch, vous avez les deux. Default, ça veut dire, le default, ça veut dire qu'il est sur default. Faites un git checkout. Ça veut dire maintenant, déplace-toi sur la référence du type branche qui s'appelle experiment. Et maintenant, quand je commit, il va déplacer automatiquement la référence du type branche. Si je reviens sur la branche default et que je commit, il va déplacer la branche default. Donc ce qu'on appelle faire des branches, c'est un travail non linéaire. J'ai commencé à travailler, je me suis dit, attends, je vais faire une expérimentation parce que je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je commence à travailler, on m'a demandé ok, je suis content, hop, je reviens, et hop, je continue à travailler. C'est un développement non linéaire. Là, on a fait une branche. Dans SVM, vous êtes obligé de faire, non, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6. Ah oui, mais c'est 2, j'en veux pas. Tant pis. C'est marrant. Tu vas dans ta branche. Là, je peux très bien dire, tiens, finalement, c'est 2 sur la plateforme, mais c'est trop m'intéresse. Ou je peux continuer mon travail d'expérimentation. Je pense, voilà. Tiens, je continue mon travail d'expérimentation et je continue. Je continue sur C5. C'est-à-dire qu'on peut demander de faire plusieurs choses en même temps. Je change de branche. On veut travailler sur un bug fixe A, tiens, sur un bug fixe B, je peux switcher. Faites comment avec SVN? Vous pouvez pas. Là, vous êtes obligé de faire quoi? Pousser, c'est pas fini. Ah oui, vous n'avez pas de branche. Ce qu'on appelle une tête détachée dans Git, je vous en parle parce que c'est important. C'est, je vous ai dit tout à l'heure, regardez, à chaque fois on fait un git checkout default. On va sur la branche.
Qu'est-ce qui serait passé si on demande directement C1? Non. Je vous ai fait un cours admirable. Vous devez savoir ce qui se passe si vous allez directement sur C1. Quelle est la différence d'aller sur C1 que d'aller sur default? Sur défaut, on prend tout le... Ah, ok. Bien. Je vais revenir du chocolat. Quand vous dites d'aller sur default qui est sur C1, vous dites déplacement à default. Déplacement à la référence. Alors que vous dites va sur C1, il va déplacer quoi? Imaginez que vous avez deux références sur C1, il va déplacer laquelle? C'est un ordinateur, il est censé être ce que vous demandez. Quand vous dites aller sur C1, ça veut dire va sur C1. Si tu dis va sur la référence, enfin, va sur la référence default, explicitement, je veux default. Ce qui fait que si je commit, je travaille dedans. Donc qu'est-ce que c'est qu'une branche détachée? Un tel détaché, qui n'est pas un supernom, hein, c'est pas évidemment au début de l'idée. Ça veut dire que vous demandez directement C1. Et là, guide vous dit attention, tu n'es sur aucune branche. Ça veut dire que si tu commits, tu as intérêt à te souvenir du SHA-1. Sinon, il ne va rien déplacer pour toi. Donc, autre exemple, on va le faire là. Et là, il vous je prends un. Tiens, je vais faire ça. Il dit checkout. Et tiens, je vais vous montrer ce que c'est que le fameux type. Hop. Il vous dit, vous voyez, il vous met un gros message qui va de là à là. Allez, là, si vous ne lisez pas, c'est quand même. Et il dit, attention, tu es sur une tête détachée, ça veut dire que tu peux vérifier, faire des trucs, machin, mais si tu commis, moi, je ne passe rien pour toi. Donc, sous-entendu, tu seras dans la merde. Parce que comme on pointe du parent vers l'enfant, bah, le comique, il faudra deviner pour savoir où il est. Bon, en fait, non, en fait, rien du tout. Donc, c'est important de savoir ce que c'est qu'une tête détachée. Et c'est pourquoi j'ai lancé Guy ici. Donc, c'est d'ailleurs, je l'ai dit hier. C'est quelqu'un qui avait dit sur Twitter, quand c'est Guy, moi, je ne connaissais pas, hein, il n'avait pas appris. Il avait dit, mais je comprends pas, j'ai des commits. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire. Les exemples qu'il donne. J'ai commité, je ne vois pas mon code. Je pose un tag, je vois mes commits. J'enlève le tag, je vois mes commits. Bah oui, quand il pose un tag, ces commits sont visés par une référence, donc il les affiche en frontale. Il enlève ce tag. Ces commits ne sont plus accessibles par aucune référence, il ne les montre plus en frontale. Parce qu'au lieu d'aller directement sur une branche et travailler, la branche se déplacer, il a directement allé sur un commit, il a commité. Donc il a fait une branche tag, le frontend, le backend a dit, je m'en fous, aucun souci, moi je sais faire. Par contre, le frontend a dit, bah oui, mais il n'y a aucune référence qui prend dessus, donc je la rentre pas par défaut. Donc d'où le fait que le guide, ça demande à bien comprendre les concepts polymères. Mercurial, on peut. Il y a beaucoup de gens qui démarrent Mercurial, qui connaissent aussi peu que le guide finalement. Sauf autant Mercurial, tu peux à peu près comprendre parce que la philosophie est très éloignée de SVN. Guide, c'est beaucoup plus éloigné. Et c'est pas ce que c'est que c'est mort. Au bout d'une heure, le mec qui pleure sur Hyacinthe, non, ça marche pas, c'est nul, c'est pourri. J'ai un peu fait ça récemment. Chose que j'adore beaucoup dans le guide, qui s'appelle l'index, qu'il n'y a pas dans les autres. Au début, on dit pareil, c'est chiant, c'est lourd. Une fois qu'on est habitué, on trouve ça génial. Dans SVN, vous avez deux étapes, le working directory et vous avez votre dépôt. On est d'accord? Deux étapes. Là, vous en avez trois. Vous voyez l'index comme un commit temporaire. Quand vous faites un git add, vous créez un commit temporaire qui s'appelle l'index. Pareil, des fois ça s'appelle l'index, en fait ça s'appelle staging. C'est un terme qui définit ce que ça veut dire. C'est du staging. Une fois que vous êtes content de votre index, de votre commit temporaire, vous faites un commit définitif. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe dans SVN? Vous faites plein de modifs. Ça, je prends ça, et vous committez. Ah merde, j'ai oublié le cinquième fichier. Là, vous prenez le premier, vous prenez le deuxième, vous prenez le troisième, le quatrième, vous inspectez, vous faites un git status. Ah, il y a aussi celui-là. Je prends celui-là. Donc, inspectez votre commit. D'ailleurs, vous avez trois étapes. Ça veut dire que vous inspectez working directory index, index repository, working directory, repository. Vous inspectez votre commit temporaire, quand vous êtes content, vous le transformez en commit définitif. Et ça, c'est pénible au début, on ne comprend pas l'intérêt. Une fois qu'on est habitué, on trouve ça génial. Et après, ça manque vachement quand on l'a pas. Par contre, la difficulté, c'est qu'on passe de 2 étapes à 3 étapes. Et oui, encore une fois, puissance, complexité. D'accord? Donc, vous avez par exemple diff, c'est une vérification avec l'index. Si vous vérifiez vos dépôts, c'est diff cache. Encore plus d'options. Mais pareil, une fois qu'on est habitué, moi je trouve ça vraiment, c'est super. Ça me manque vachement quand je reste en Mercurial, ça me manque vraiment. Et
Voici un exemple. On va parler de ça, on va parler du tir épée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le tir épée? Vous savez, à chaque fois que vous faites des modifs dans votre code, donc les bouts de modifs, vous savez, les plus-moins dans un diff, ça s'appelle un. En fait, imaginez que vous faites des modifs dans 5 fichiers différents. Vous faites un add tir épée, il va dire, ok, pour tous les 1 que je vois, est-ce que tu l'as rajouté dans le commit temporaire, dans le stage? Et là, vous avez, oui, non, plus tard, pas du tout, sort, qu'est-ce que au fond, il y a plein d'options. Et vous dites, voilà, ok, ce 1, je le prends. Le deuxième 1, celui-là, je le prends pas. Et je vais vous montrer un outil graphique, enfin un atelier qui s'appelle GitBuild, qui est par défaut sur Windows et Linux. Vous avez tout ça graphiquement. Il vous montre tous les fichiers que vous avez été modifiés, tous les 1 que vous pouvez faire. Ok, je prends, et je commit. Donc, c'est assez génial. Comme c'est l'index, vous pouvez dire je prends, ah non, j'enlève, je prends, ah non, j'enlève, je prends, ah non. Et là, je suis content de mon index. Je le transforme en commit définitif. Le fast forward. Question. Attention, là, il faut être concentré. Donc là, j'espère que vous avez tout compris. Je vais demander la merge entre C1 et C4. Vous vous souvenez du merge? D'accord? C1 et C4. Je demande la merge. J'ai ça. Pourquoi j'ai pas mon merge? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons la scène au ralenti. Là, il y a des vieux. Pour comprendre ce que je viens de dire, il y a des vieux dans la salle. C1, C4. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à la merge entre C1 et C4. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé? C'est bon. Ah, rien qui dit c'est bon, rien qui fort. Ça, c'est le mec quand il sait pas, il dit oh non, mais c'est bon. Pourquoi non, ne le cherche pas. Alors, qui connaît la réponse? Elle va passer sur C4. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Exactement. En fait, vous avez demandé à faire un merge entre C1 et C4. C1, c'est le parent de C4. C4 n'a pas de frère ou de sœur, donc vous pouvez voir les choses. Donc, par défaut, quand vous demandez un merge entre un parent et un enfant, vous dites bah, ça n'a pas trop de sens. Enfin, c'est pas trop de sens, ça ne me paraît pas machin. Donc, je suis sur production. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste le déplacer sur C4. Regardez, production était sur C1, il est sur C4. ISS 102 n'a pas bougé pas. Regardez, il était sur C4, il va sur C4. Ça s'appelle un fast forward. Il dit, ben, moi, ce que j'ai à faire là, je n'ai pas à merger parce que ce n'est pas utile. Par défaut, je vais juste déplacer ma référence. Voilà pourquoi quand vous faites un pool de master, il vous met fast forward. Votre master à vous n'a pas bougé, le master du serveur lui a bougé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les commits, il les a rajoutés sur la branche, il a déplacé la référence. Ça s'appelle un fast forward. Si vous ne voulez pas de fast forward, je peux très bien dire no fast forward. Et là, vous allez obliger à faire un merge. Vous allez voir dans les workflows, ça peut avoir un sens. Quelque chose qui me fait toujours plaisir quand on démarre vite, bien que je trouve mieux après, c'est ce qu'on appelle le stash. Le stash, ça vous permet de dire, ok, imaginez vous travaillez. Votre working directory a été modifié, votre index a été modifié. Et là, votre chef, votre bien-aimé chef, qui ne vient jamais vous faire chier quand il ne faut pas, vous dit non, il y a un bug en production, je le corrige. Bah, on fait quoi avec SVN? On reset tout, on recommence. Là, vous allez dire, ok, je vais recommencer sur la petite tâche, je vais prendre tout ce que j'ai modifié, il va le mettre de côté. Il va être une sorte de commit temporaire qui va cacher, qui va mettre de côté. Ça s'appelle le stash. L'intérêt du stash, c'est qu'on peut mettre plusieurs stashes. On peut en mettre plein. Et vous avez plusieurs commandes, dans une qui est très intéressante, qui est la stash branch. Imaginez que vous avez fait ce stash qui a genre une semaine. Vous dites maintenant, ok, mon manager qui est couché, j'ai creusé peu dans la production. Je reprends mon travail. Vous faites git stash branch, le nom de la branche, il va vous créer une branche à l'endroit où vous étiez à l'époque. Donc en fait, il va créer une branche là où vous étiez, il va appliquer les modifs qui étaient de l'époque. Vous allez voir comment je utilise ce que je préfère. Bah, en fait, pourquoi pas directement créer une branche directement. Mais ça peut être un cas assez classique, par exemple, vous travaillez dans master, oh putain, je travaille dans master, oh là, je suis crade. Faites un stage d'une branche, automatiquement il vous met ça. Oui, parce que vous êtes des développeurs .NET, hein, donc vous vous trompez souvent. Hein, n'est-ce pas? Moi, je vais ça quand même. Hein. Je ne pas, mais ça. Pas enregistré ici, ça va. Hein? Oh merde! Il y a 3 ans qui me supportent. Hein.
Vous avez communauté. Ah merde, vous avez le dièse sur le truc vachement important qu'il ne fallait pas diéser. Hein. Enfin, vous avez commenté un truc qu'il ne fallait pas commenter. Là, vous décommentez, vous avez un git add, git amend, et hop, vous créez dernier commit. Le problème, en fait, ça modifie n'importe quel dernier commit, même si c'est pas à vous. Hein. Vous récupérez un commit qui n'est pas à vous, faites un amend, vous modifiez le dernier commit. Hein? Oh, je suis lancé une. Ah non, il a déjà vu ça. C'est comment? Bah non, là c'est le dernier commit. Tu as un commit, tu modifies le dernier commit. Le dernier, oui, bon. Non, mais oui, si ça te plaît, hein, voilà comme ça. Non, mais t'as. Non, mais là, parce que des développeurs de tête, c'est pas des. Voilà, non. Alors, soit vous appelez Dieu ou un super-héros, et là, je vous ai dit au début que Git n'effaçait jamais les objets de l'entrée des nouveaux. Ça sert à quoi d'effacer jamais les objets? Ne pas effacer les objets, pas les modifier. On peut les retrouver. Et attention, c'est pas vrai. Il y a un qui se moque là. Ça veut dire qu'on fait des ribases. Vous faites des merges. Vous faites ce que vous voulez et vous êtes foiré dessus. Vous êtes même chier dessus. Là dessus. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un référence? À chaque fois que vous déplacez une référence, d'où la tête est toujours sur la référence, il va sauvegarder, il va loguer là où était la référence. Donc, ça veut dire que tout objet est toujours récupérable. Toute connerie est toujours récupérable. Toute branche effacée est toujours récupérable. Et ça, c'est le kiff intégral. Vous faites un merge. Il y en a qui se moquent. Je ne dirais pas l'exemple, mais il y en a qui se moquent. Vous avez deux branches. Vous faites le merge. Revenez en arrière, ça se résume à quoi? La référence là, c'est dépassé de 1. Celle-là, elle n'a pas bougé. Vous voyez cette référence, vous la remettez là où elle était. C'est comme si elle n'avait pas de merge. Pareil pour un ribase. Pareil pour un squash. Pareil pour toute action faite sur Git. C'est un déplacement de référence. Ouais, ça va, non, mais vous ne moquez pas, j'ai pareil. Quand j'ai moqué, moi c'est pareil. Donc ça veut dire que toute opération, merge, squash, n'importe quoi, tout ajout d'objets fait que vous déplacez une référence. Il se souvient de l'endroit où il était avant, et pendant très longtemps, on s'en souvient. Donc vous pouvez récupérer tout objet que vous pensez avoir modifié ou effacé. Et ça, c'est une bonne idée. Un truc que je vous ai pas dit, c'est la commande. En fait, je vous ai dit au début, il y a 3 options, il y en a 4. Je ne veux pas vous complexifier la vie, c'est pas un intelligent. Bon, je vais arrêter de les blagues. En fait, il n'y a pas 3 objets, mais 4 objets. Le 4e objet, c'est l'objet tag. Et l'intérêt de l'objet tag par rapport à l'objet tag par rapport à la référence tag, c'est que vous pouvez le dater, vous pouvez le dater, vous pouvez le date, il n'y a pas d'auteur. Donc, il vaut mieux un vrai objet tag. Et l'objet tag, c'est pas un tiret A. Ah, là, comment on réussit? Donc, je vous ai dit, on peut faire des choses super sympas avec les références. Parce que non seulement on peut jouer avec. C'est la fameuse commande reset. Prenons un exemple. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous êtes dans la branche master. Et vous n'avez pas fait attention, vous travaillez dedans dans le bilan. Donc vous avez travaillé dans C2 et C3. Donc master s'est déplacé. Vous dites, oh, zut, je travaille dans master. Vous posez une branche expérimente avec git checkout. Ouais, bon, git checkout. Je vous ai installé, donc c'est git branche expérimente, donc vous posez une référence, et vous faites git reset origin master, et vous dépassez la référence que vous avez là, vous la remettez là. Vous voyez ce que permet de faire git? Les objets commits de votre tag en lui-même n'a pas bougé. La seule chose qui a bougé, c'est les références, ça va. Vous les déplacez là. Le tag lui-même ne bouge pas. Par contre, il faut que tu aies le FH1 là du CR. Alors soit tu as le FH1 du CR, mais quand tu étais ici, tu l'as forcément. Soit tu peux faire type 2, aide, là où je suis type 2, ici. Soit, là, c'est un exemple où en fait, tu reviens là où tu étais, où tu as cloné. Tu as cloné, tu as travaillé, tu dis, ah non, je reviens là où j'étais quand j'ai cloné, quand j'ai synchronisé. Donc voilà, ça permet de faire les fameuses distinctions entre DAG et les branches, ça permet de faire ça. Donc moi, le use case que je vous ai montré tout à l'heure, c'était
En gros, je travaille. Je fais dans ma stage, je de travail. Je travaille, et finalement, mon travail ne me convient pas. Au lieu de mettre seulement, ça fait ça, oui, je fais l'expériment, et hop, je reviens là où j'étais. Et je continue à travailler. Donc, il va faire des commits en parallèle. Et comme ça, je peux en faire plein. Et c'est sur l'exemple de tout à l'heure. Ça m'arrive quand je travaille, de dire, ok, je suis là. Ah, ça ne me plaît pas. Je vais là, ah, ça ne me plaît pas. Ah, ben finalement, c'est ce commit-là qui est vachement intéressant. Je le cherche et puis il prend tout à fait. Ah, le résultat qui est là, c'est celui-là, c'est définitif. Ok, maintenant je vais de là à là. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux très bien dire, bon, je coche tout et je pousse, par exemple pour une revue de code, mais des fois ce que je fais, c'est que je dis, attends, alors je garde de côté cet arbre complexe, parce que finalement c'est tout mon travail intellectuel que je veux mettre de côté, je ne veux pas le perdre. Et potentiellement, il y a du contenu intéressant dans chacun des commits. Par contre, c'est pas très relisible, je veux dire. C'est pas trop relectable, non, c'est trop relisable, non, c'est chiant à relire. Voilà. Donc, je vais transformer ce terme de commit compliqué en 4 commits simples à comprendre, qui me présentent 4 étapes propres et compréhensibles qui vont expliquer ma démarche intellectuelle. Je vais mettre la nouvelle branche dessus, à la branche dessus, je vais l'appeler on, par exemple, peut-être, et je vais pousser ça pour la lecture de code. S'il y a des commentaires à faire, parce qu'il y a une relecture, il y a des critiques, parce que mon code est parfait, voilà, je vais remodifier mon arbre principal, et je vais refaire de nouveau 4 commits. Et ça se trouve à la fin, c'est pas 4 commits que je vais faire, c'est un squash total, et je vais pousser qu'un seul commit. Donc j'aurai mes commits initiaux sur lesquels je bosse, mon workflow perso, mon graphe compliqué, la branche pour lecture, et le commit pour merge avec la branche principale. Je peux faire ça super simplement. Est-ce que ça répond un peu à ma question tout à l'heure? Ah, ta question tout à l'heure. Non, j'en ai pas. C'est ça qui permet de faire. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, c'est très, très, très sexy. Parce que finalement, on bosse comme on veut. Son DAG, il est libre, il est à soi, on fait ce qu'on veut, on fait les branches qu'on veut, on travaille comme on veut. Et après, on se pose la question, qu'est-ce que je partage? Et c'est très, très grisant, et c'est pas compliqué. C'est ça le truc, c'est que cette puissance, finalement, qu'on a bien compris quand ça fait vite, c'est chiant, c'est apprendre vite, c'est des DCS, vite, le DAG, la réponse. Mais à travailler de cette façon-là, c'est pas plus coûteux intellectuellement que de faire que vous. Enfin, c'est votre façon de travailler avec les jeunes qui est coûteuse. Parce que vous êtes obligé de mapper votre façon de penser, enfin, de mapper le développement linéaire de SVN dans votre tête. Moi, je bosse exactement comme j'ai envie de bosser. Et c'est après, quand j'ai terminé, que je dis comment je transforme. Et pas mal. Alors, la commande IBase. Là, on arrive dans le truc qui est déjà qui font. Et après, je vais vous libérer. La commande IBase, on va commencer par les choses de bas. Le truc vraiment qui font tout à l'heure. Donc, c'est ça qu'on dit. Je vais vous montrer la première IBase. Il y a un deuxième IBase, qu'on appelle le IBase on tout. Le IBase on tout, imaginez que vous travaillez, voilà. On vous demande de travailler un sous client-serveur. Voilà, un exemple classique de travail pour faire des branches. Une branche pour le serveur, une branche pour le client. Ça veut dire que vous allez pousser 2 branches. Ça veut dire que quand vous travaillez client et serveur. Pourquoi? Vous pouvez bien faire des revues de code sur l'un ou sur l'autre. Vous pouvez bien dire, ben non, finalement, on va pousser que le serveur. Ou le client, c'est pas toi qui va le faire, c'est une autre personne qui va le faire. Peut-être, vous n'avez pas le temps de terminer le client, quelqu'un va prendre votre dépôt, et va prendre votre branche, et va continuer à travailler dessus. Voilà à quoi c'est ça de séparer bien les deux. Là, je distingue bien le serveur et le client. Vous avez fini de travailler, en plus master a évolué entre temps, et vous dites, non, ce que je veux pousser maintenant, c'est de faire mes bases, donc je veux faire C5, C6, C8, C9, C3, C4, C10. Imaginons que le client fait bien. Ben, c'est donc C8 et C9 qu'il faut rebaser sur. Donc, vite rebaser ça ne marche pas. Parce qu'il va aller choper, il va choper ses outils. Et c'est bon, on ne peut pas le faire. Donc, il va prendre cette forme. Hop. Il faut mettre C8, C9 sur C10. C'est parce qu'on peut et qu'on veut. Si vous êtes C8, C9 sur C10, ensuite le reste de la branche sur C6. Vous êtes, non, vous voulez C8, C9 sur C6. Ce qu'on appelle les bases en tout. C'est une commande un peu compliquée, donc les bases serveurs en tout, en gros, vous dites, mon point d'appui, c'est pas C2, mais c'est C3. Et vous faites ça. Hein? En gros, vous avez dit, mon point d'appui, c'est pas C3, c'est pas C2. Mon point d'appui, c'est C3. Ce qu'on appelle un transport. Alors, encore une fois, c'est un truc que vous allez faire demain. Vous allez mettre un peu de temps pour
plein de cas, par exemple, on vous dit, il y a plein de cas où, en fait, vous voulez qu'il y ait des bouts de votre branche, on passe toutes les zones de votre branche. Et après, vous faites un ribase normal, et ça fait 5. Donc, vous voyez, au début, vous aviez un truc comme ça. À la fin, vous avez un truc comme ça. Et ça, c'est en 2 commandes. Encore une fois, ça paraît compliqué parce que vous n'avez pas l'habitude. Avec un peu d'expérience, faire ça, c'est bénin. C'est extrêmement bénin. Et en plus, comme il n'y a pas. Vous voyez, c'est des primes. C'est-à-dire, votre ancienne branche, et le DAG, là, les branches, elles existent encore. Ça veut dire que, non, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste vous déplacer les références client serveur là où ils étaient avant. C'est comme si vous aviez rien fait. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait en. Ça, c'est des choses qu'on fait en atelier 4 heures. En 4 heures. Hein. Et en y allant doucement. Donc, l'exemple d'un ribase en douce, c'est un peu la transplante. Vous avez C4 et C5 qui vous intéressent, mais pas C3. Mais vous dites, bon là, il a mis un référent, c'est pas obligatoire. Prends-moi C4 et C5 et pas C3, mais moins sur C2. Et ça fait ça. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est toutes les capacités de manipulation du DAG. Qu'on trouve au début, soit sans intérêt, soit que c'est dur, parce que vous avez des années et des années et des années et des années d'habitude d'un développement linéaire. C'est toujours comme ça. Voilà, vous avez pensé comme ça, vous pensez comme ça maintenant, vous pensez linéaire. Linéaire. C'est dommage. Mais il faut faire attention. Quand on déplace des branches comme ça, Oui. qu'est-ce qui se passe au niveau du merge? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le merge, c'est effectivement un ribase. Donc, bonne question, tu fais un ribase, ce truc-là, potentiellement, il y a des conflits. Ça ne change pas. C'est effectivement, si tu prends, tu me demandes C4 sur C2, potentiellement, si tu as modifié des trucs dans C2, des trucs dans C4, même ligne, il va dire, bah, conflit, à toi de les résoudre. Mais cette question est un autre bonne pratique que j'aime bien faire, c'est beaucoup de commits. Là, ça a un sens de faire beaucoup de commits. Je peux faire des petits commits. Après, des commits qui ne veulent rien dire, mais des petits commits unitaires. En général, les merdes, c'est simple à résoudre. Si vous faites que des gros commits, bah, c'est super chiant. Mais l'intérêt, c'est de faire des petits commits unitaires. J'en parlerai sur les bonnes pratiques à la fin. Mais ça ne change rien. Un ribase, qu'est-ce que c'est qu'un ribase? Il transforme chacun des commits en patch et les réapplique. En fait, il prend C4 et C5 qui en fait des patchs, hein, et il les réapplique sur C2. Donc, potentiellement, le patch ne va pas passer. Et elle va dire conflit. Tu veux continuer. Est-ce que si tu veux continuer à résoudre le conflit, sinon tu fais abort et on annule tout. C'est comme si tu reviens de non, je fais la référence. Si tu reviens de très bien. En fait, tout revient en arrière. Ça fait une minute. Ok. Alors, le ribase Thierry. Et c'est là où méga kiffance. Donc, vous avez cette branche-là. Hein, vous avez connecté comme des fois. Moi, j'ai bien connecté plein de fois. Parce que c'est ma branche de travail, c'est la mienne, perso, je dois connecter. Ça fait 12 heures de typo, c'est la mienne. Mais je dis, oh, putain, il faut quand même que je montre que je suis super intelligent. Ça va aller 2 commits et pas 5. Donc, vous allez faire une commande qui s'appelle, à partir de C2, alors C2, C3, C4, par exemple, il y a des problèmes. Donc, default 2, on sait ce que ça veut dire. Je reviens de 2 en arrière, de là où je suis. Et vous faites la commande ribase Thierry, default 2. Je suis sûr que ça parle. Et là, vous avez dit qu'il s'ouvre et qu'il dit maître. Que veux-tu faire avec ces commits? Tu m'as demandé de prendre 3 commits de référence, donc C2, C3, C4. Alors, depuis, d'ailleurs, il faut que je refasse les tailles parce qu'il y a des nouveautés. Si tu mets P ou P, je prends le commit tel qu'il est. Tu mets E, je l'ai dit, je peux pouvoir le modifier. C'est un peu violent de modifier directement un, mais c'est possible. Ce qui ne vous montre pas, c'est une nouvelle ligne qui est apparue depuis un bit assez récent. Je prends le commit tel qu'il est, mais je peux modifier le message de commit. Tu mets un S sous squash, je vais squasher ce commit avec le commit d'avant. Si tu enlèves la ligne, j'enlève le commit.